Je pense que si on veut que les gens comprennent l'impact des petites choses dans comment fonctionne un accouchement, si on faisait ce parallèle entre faire l'amour avec son conjoint ou sa conjointe et mettre au monde son bébé. Mais avec, vous savez, une équipe médicale autour qui donne des ordres, qui interrompt le moment, qui vous dit de changer de, je sais pas moi, de pyjama, mettre une chemise avec l'arrière où on voit vos fesses. Prendre votre tension, imposer les positions, mesurer les performances. Ça paraît absurde, hein ? Et pourtant, en fait, c'est le quotidien d'un accouchement en structure hospitalière. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Alors, dans cet épisode, j'ai envie de déconstruire ces soi-disant petits gestes anodins, ces petites choses de rien du tout qui vont juste aider, qui sont très souvent proposées aux femmes pendant le travail, comme percer la poche, mettre une petite dose de Synto, mettre une petite électrode, faire un toucher vaginal, etc. Tout ça pour voir, pour donner un petit coup de pouce, pour voir où est-ce qu'on en est, si ça a évolué, etc. Mais en fait, ces gestes, ils sont ni petits, ni anodins. Parce que ce qui est fou, c'est que souvent, c'est pas nécessaire, et pourtant, c'est pratiqué de manière quasi systématique. Et ça peut avoir des conséquences tellement lourdes. On n'en parle pas assez. On minimise un petit peu trop. Heureusement, je vois sur les réseaux sociaux qu'on en parle de plus en plus, mais est-ce que les femmes ont réellement accès à cette information ? Pas si elles cherchent pas, clairement. J'ai encore eu des patientes qui ont accouché dans des structures il y a quelques semaines, et elles ont entendu ces phrases. On va juste accélérer un peu. Comme c'est son 3e, ça devrait aller plus vite. Hein ? Il y avait une patiente justement qui était suivie par une de mes collègues qui sont venues la rencontrer parce que leur souhait c'était un accouchement physiologique à l'hôpital. Et elle a donné vraiment toutes les informations pour bien gérer, pour aller vers un accouchement physiologique comme c'était leur souhait, etc. Mais elle me disait, ce qu'il y a, c'est qu'elle sentait que cette patiente, elle avait dans l'idée que ça devait aller vite, parce que c'était un 3e, et puis parce qu'on lui a dit que ça allait de plus en plus vite, etc. etc. Et qu'elle était du coup assez impatiente. Et quand ça ne fonctionne pas comme ça doit, et puis que les femmes sont au milieu de la vague, là, puis qu'elles sont fatiguées en fait, et qu'on leur propose des petites aides, évidemment qu'elles disent oui. Je vous ai parlé du consentement et à quel point en fait on fabrique du consentement dans les salles d'accouchement. Parce que les femmes fatiguées, qui ont vraiment l'âme de la guerrière, l'âme de la lionne, elles sont assez rares finalement. Et elles viennent comme ça, comme heurter les équipes hospitalières qui n'ont pas l'habitude d'avoir des femmes qui posent des limites, repoussent les décisions, sont ancrées dans leur choix tout au long du travail, ont des gardiens ou des gardiennes avec eux pour justement maintenir le cap et rester dans leur choix de naissance respecté. Elles sont finalement rares, parce que très souvent, avec ces petites choses qui sont insinuées, qui sont dites, comme bon, le bébé est peut-être pas très très bien mis, si jamais le col n'a pas évolué dans 2 heures au prochain toucher, voilà, on pourra rompre la poche ou mettre un peu de Synto. En fait, on donne un peu cette ambiance d'échec, de le corps ne fonctionne pas comme il devrait. Et donc, comme je disais, dans ce moment-là, les femmes, tout ce qu'elles veulent, c'est que ça s'arrête. C'est que ça devient tellement intense, ça devient tellement dur, tout ce qu'elles veulent, c'est avoir leur bébé dans les bras. Donc quand on leur propose ces petites aides, évidemment qu'elles le prennent. C'est pas votre faute, c'est pas la faute des femmes, c'est pas la faute des couples, c'est la manière dont on se questionne, dans la manière dont on se positionne en tant que professionnel. Parce que je pense qu'on a toujours un peu l'âme d'un sauveur ou d'une sauveuse, et puis qu'on a envie que cette souffrance s'atténue, s'arrête. C'est bien pour ça aussi qu'on propose très souvent la péridurale en disant « Ah, mais si vous voulez la péridurale, ça va peut-être vous aider, vous allez pouvoir vous reposer, là vous n'allez pas réussir à pousser, vous allez être explosé, vous allez être exténué. »
Donc à nouveau, on présuppose de comment est-ce que la femme va réagir à la fin, parce qu'on pense que son travail a duré trop longtemps. Mais aujourd'hui, c'est pas échouer en fait que de laisser faire les choses, de prendre le temps, etc. Et c'est pas d'avoir échoué que d'avoir accepté ce qui a été proposé. C'est pas ne pas avoir été assez préparé, c'est pas avoir mal réagi. En fait, ce qu'on vit, c'est le système qui met en échec. Et ça, c'est pas la faute des femmes, c'est pas la faute des couples. Il faut savoir que les normes de durée de travail, au cours des décennies, ça fait que diminuer. Ça n'a pas arrêté de se réduire. Aujourd'hui, on dit que si le col ne s'ouvre pas de 1 cm par heure, on commence à parler de stagnation. Donc ça fait quoi ? 10 heures. Et on parle très vite de faux travail, de fausses contractions, etc. Donc en fait, on met très vite dans l'échec. On dit que ça va accélérer. En fait, les études, elles montrent que rompre la poche des os, ça n'a pas d'effet systématique sur la durée du travail. Parce qu'on imagine toujours ça de manière très protocolaire, très habituelle. Comme c'est un geste qui est posé de manière quasi systématique, on pense toujours, bah voilà, comme on va faire ça, le bébé va bien appliquer et donc cette femme va accoucher plus rapidement. Mais s'il n'est pas bien mis, si sa position n'est pas optimale, ça va l'enclaver dans une malposition. Ça empire les choses. Et parfois, on est même dans des situations où on aggrave vraiment le tableau clinique. Par exemple, effectivement, cette patiente qui a été suivie par ma collègue, qui a accepté une rupture de poche à la toute fin parce qu'en fait, ça lui était présenté comme une option qui allait faire qu'elle allait avoir son bébé plus vite dans ses bras. Mais son bébé n'était pas engagé. Et c'est une contre-indication en fait de rompre une poche sur un bébé qui n'est pas engagé parce qu'on a plus de risques de complications, dont la procidence du cordon. Et ça, c'est une urgence ultime. La procidence du cordon, c'est quand le cordon passe avant la tête du bébé et qu'il va être comprimé justement par la tête du bébé, quand il va y avoir une contraction. Là, il y avait plusieurs personnes qui maintenaient ce bébé pendant qu'elle essayait de rompre cette poche. Et pourquoi est-ce qu'ils ont rompu la poche ? Effectivement pour que ça aille plus vite, mais en fait parce que la gynéco avait une consultation qui commençait à 9h du matin. Et elle voulait que l'accouchement soit terminé pour qu'elle puisse aller à sa consultation. Donc 2 sages-femmes qui maintiennent ce bébé pendant que la gynéco rompt la poche. Au final, ce bébé qui se débat, qui bouge, qui se déplace, etc. Et quand elle relâche et qu'elle réexamine, en fait, elle a un pied, une main et un cordon, la totale. Ce bébé s'est mis en transverse. Et dans cette situation, évidemment, on doit aller vers une césarienne en urgence, sous anesthésie générale, parce que en fait, ce bébé ne sait pas naître comme ça et doit sortir rapidement, très rapidement. Comment on en arrive là juste pour aller plus vite à la base ? Je veux dire, en fait, le travail se passait bien, c'était un 3e bébé, donc c'était normal que ce bébé ne s'engageait pas forcément tout de suite, et que, il allait attendre vraiment la toute fin. Nous, on dit souvent que les bébés plongent à la fin, et non, parce qu'il fallait gagner du temps, peut-être pour gagner 1 heure, parce que cette gynéco avait une consultation. Mais en fait, on allait vers quelque chose de beaucoup plus traumatique pour le bébé et pour la femme. Donc c'est pas l'accouchement le problème, c'est l'environnement dans lequel il a lieu. C'est les protocoles, c'est le timing qu'on y met, c'est cette logique de performance qui finalement déconnecte les femmes de leur corps. Alors il y a un court-métrage italien qui était sorti il y a quelques années et je trouve qu'il illustre à merveille cette absurdité. Ça s'appelle La Prestazione. Et qu'est-ce qui se passe ? Justement, c'est un couple qui veut avoir un bébé et qui veut justement concevoir de manière naturelle, mais au sein d'une structure hospitalière. Alors, on voit, ça commence par, on prend leur température, on les interrompt, on allume la lumière, parce qu'ils étaient dans la pénombre. On allume la lumière, on parle fort, on commence à parler déjà de comment est-ce qu'ils sont performants dans leurs résultats médicaux. Lui, son spermogramme, elle, à combien de semaines, de jours de son cycle elle est, ils prennent leur température, ils leur demandent de se changer, de se mettre en pyjama, etc. Puis on vient prendre la tension du compagnon, on va monitorer, on va lui parler de la bonne position à avoir. Mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que on oublie déjà que l'accouchement, c'est en fait un acte sexuel et que les hormones qui jouent pendant l'accouchement sont des hormones qui sont aussi utilisées pendant les relations sexuelles. Donc, c'est les mêmes règles, que ce soit pour faire l'amour ou pour accueillir son bébé. Comme je dis souvent, les hormones qui t'ont aidé à mettre le bébé à l'intérieur vont t'aider à faire sortir le bébé.
Il s'agit de se rendre compte à quel point finalement le contexte dans lequel on est et le contrôle qui est suivi à ce moment-là empêche la spontanéité, la connexion, le plaisir, mais aussi du coup le fait d'arriver à aller au bout de cette relation, de cet acte sexuel, sans être totalement interrompu, perdu. Et je suis quasi sûre qu'à la fin, ils reconnaissent qu'ils pensaient pouvoir le faire naturellement, mais que finalement, ils n'y sont pas arrivés. C'est tout le temps ce que j'entends finalement dans la bouche des parents qui pensaient juste pouvoir accoucher physiologiquement sans péridurale. Je pense que je vais essayer sans péridurale, mais sans se préparer, sans être au clair sur ce qui va se passer. Finalement, c'est pas forcément le processus de la physiologie de la naissance qu'il faut connaître, c'est tout ce qui est mis en place qui va venir perturber le processus physiologique. Alors attention, je ne rejette pas la médecine parce qu'elle est précieuse quand elle est nécessaire, mais elle ne doit pas être un obstacle à la physiologie. Et surtout, comme dans le cas de cette patiente qui a eu sa poche rompue, qui a amené une césarienne en urgence, c'est ne pas oublier que ces petits actes, ces petites choses peuvent avoir des conséquences qui sont dramatiques. Et là, c'est pas ok en fait que la médecine, finalement, porte préjudice à ces femmes et à ces bébés. Ce sont eux les premières victimes de ce système qui veut que ça aille plus vite, que ça soit accéléré, que ce soit plus fluide, etc., etc. Rien n'est petit dans une naissance. D'accord ? Ni une petite rupture de poche, ni une petite ventouse, ni une petite électrode ou une petite perfusion, une petite dose de cytocine. J'ai même déjà entendu une petite épisio. Et même les petites phrases, les petites choses, le consentement qu'on vient un petit peu grappiller de manière déguisée finalement. Tout ça, ça met dans un état où on s'éloigne de la puissance. Ça a un coût, ça. C'est que souvent, c'est les femmes et les bébés qui sont broyés par ce système. J'ai vraiment envie de développer beaucoup plus ce sujet. Et ce mercredi, j'ai envie de vous proposer, parce qu'on m'a posé des questions justement sur la petite électrode, donc j'avais prévu de vous faire un épisode sur le sujet, mais en fait j'ai envie, dans l'épisode de mercredi, de vous déconstruire chacun de ces petits gestes et de parler justement des alternatives, des questions à poser, de comment reprendre le pouvoir même en structure hospitalière. Parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas prêt à accoucher en dehors de l'hôpital, et je peux tout à fait l'entendre. Et en même temps, c'est pas le saint graal d'accoucher en dehors de l'hôpital, et parfois on a besoin d'aller à l'hôpital. Donc c'est vraiment d'avoir les outils de compréhension de qu'est-ce que ça représente, et de pourquoi est-ce que je peux me battre pour dire que ça, je ne veux pas. Ça me fait penser à notre patiente aussi qui a accouché il y a 2 mois maintenant, à l'hôpital, parce que c'était nécessaire médicalement parlant, parce que son bébé avait une potentielle petite malformation. Et la sage-femme qui nous a accueillis ce jour-là, elle était plus embêtée par le fait qu'on n'était pas en train de faire les choses dans l'ordre qui est normal chez eux, notamment, elle aurait dû arriver, on aurait dû l'examiner pour pouvoir encoder dans l'ordinateur son toucher d'arrivée, donc à combien de centimètres est-ce qu'elle était au niveau de son col, pour pouvoir ensuite dire comment est-ce que ça avait évolué. Mais moi, j'avais pas besoin de mettre mes doigts dans son vagin pour savoir que ça avançait bien. Et puis après, j'avais cette sage-femme à côté de moi qui arrêtait pas de me dire « Mais il faut que tu l'examines parce qu'au cas où, il y a un rebord de col, au cas où... » J'ai dit « Ah oui, mais là, maintenant, là, tout de suite, ça sert à rien. En fait, laissons-la gérer, on va bien voir. Et la plupart du temps, ça va passer. Parce que le rebord de col, c'est quoi ? C'est parce qu'elle commence à pousser, mais qu'en réalité, il y a encore un petit peu de col. La plupart du temps, elle va le faire passer. D'accord ? Et c'est parce que le bébé vient stimuler, lui donner des sensations, vient donner ce réflexe d'expulsion que ça va venir. Mais à nouveau, elle a dû se battre, cette femme. Elle a dû dire qu'elle ne voulait pas. Elle a dû dire non, régulièrement, constamment, etc. Et c'était, heureusement que c'était très fort ancré en elle et qu'elle a maintenu son discours jusqu'au bout. Mais c'était très fort, en fait, cette pression du système autour d'eux, quoi. Donc moi, je suis assez impressionnée, finalement, par cette manière qu'on a, les soignants, de faire un peu passer les petites choses, un peu comme si c'était tout doux, tout rose et tout mielleux. Et je pense que c'est un peu ce qu'on a comme image du milieu de la périnatalité. Mais à quel point on oublie, en fait, la cascade d'intervention, le fait qu'on arrive vers des situations qui sont du coup médicalisées à outrance. On médicalise comme si toutes les naissances étaient problématiques, alors que dans la réalité, c'est nous qui rendons problématiques les naissances. Alors, je vais vous mettre en lien dans la description de l'épisode, la prestación. Et je vous le dis à l'espagnol parce que je ne sais pas dire en
italien, mais je pense que c'est la prestazione. Donc je vous mets en lien dans la description de l'épisode cette petite vidéo italienne qui illustre tellement bien le propos de l'épisode d'aujourd'hui. Et évidemment, je vous donne rendez-vous mercredi. Et si d'ici mercredi, vous avez des questions que vous voulez que je développe, notamment par rapport à ces petits gestes, ces petites choses, ces petites phrases qu'on a l'habitude de poser, eh bien, vraiment, venez nourrir ma réflexion encore. Je serai ravie de répondre à vos questions, comme toujours. Et si c'est une autre question, pareil, je serai ravie d'y répondre. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode de Questionner la sage-femme. D'ici là, portez-vous bien.